Vous êtes bien sur Boursorama et nous sommes toujours à la REF du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp, c'est à Paris. Événement évidemment dont Boursorama est un des partenaires médias. Votre invité à présent, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je voudrais vous faire réagir aux chiffres du chômage parce qu'on les a eu pendant l'été. Ils sont repartis à la hausse. En juillet, 20 000 demandeurs d'emploi en plus et la courbe qui poursuit sa hausse pour le deuxième mois consécutif. C'est assez erratique depuis le mois d'avril, il faut l'expliquer. C'est quoi? C'est un retournement de tendance ou c'est, allez, on va dire un simple coup de mou? On rappelle ce chiffre, 100 000 créations de postes en France au deuxième trimestre, plus que ce qu'on imaginait. Oui, deuxième trimestre, après des créations de postes au premier trimestre. Ouais. Et une économie qui, globalement, compte presque 800 000 emplois de plus aujourd'hui qu'avant la crise du Covid. C'est la démonstration de cette capacité à la surmonter, cette crise, ses effets économiques, et aussi de la puissance de la relance de l'activité économique. Nous avons effectivement des chiffres qui, à l'échelle des 2 derniers mois, marquent une inflexion par rapport à ce que nous avons connu. Il est trop tôt pour dire si c'est une tendance, si c'est un retournement, s'il y a matière à nous interroger. Nous regardons ce qui relève des variations saisonnières, nous regardons ce qui relève des tensions de recrutement, nous regardons aussi ce qui relève des effets de la crise énergétique que l'économie française connaît, comme toutes les économies. Avec une garantie, une certitude, c'est à la fois en termes de méthode, de rester focalisé sur des objectifs de long terme, le plein emploi, et en termes de fonds, la volonté de tout mettre en œuvre pour le plein emploi et de Donc pas plus mobiliser inquiet que ça. Pas plus inquiet que ça sur. On est inquiet quand on ne fait rien. Et quand on est déterminé à agir et à mobiliser tous les leviers, il n'y a pas lieu d'être inquiet. Bon, est-ce que cette hausse taux de chômage à 7,4%, ça vous éloigne un petit peu ou pas du tout du plein emploi qui est visé 5% en 2027? On a comme une conjoncture, on l'a vu, qui s'assombrit avec encore une fois la guerre qui s'enlise en Ukraine, les explosions du cours du gaz, de l'électricité. Voilà, l'ambiance n'est quand même pas exceptionnelle. Qu'il y ait des incertitudes, c'est une conviction, c'est une certitude, c'est un constat. On le voit avec des incertitudes énergétiques et des incertitudes géopolitiques, sans compter des mouvements qui font que l'économie évolue beaucoup. L'objectif de plein emploi à 5%, il est atteignable. Pour atteindre cet objectif, il faut d'ici 2027 que l'économie française crée 1 million d'emplois. Ouais. Au cours du premier quinquennat. De croissance par an. Et il faut créer 1 million d'emplois. Ouais. Et au cours du premier quinquennat, l'économie française a créé 1 500 000 emplois. Donc nous avons fait une large part du chemin. Donc il nous faut actionner tous les leviers, je disais, des leviers en matière de formation initiale, nous allons réformer la voie professionnelle, formation continue, avec la volonté de mobiliser les crédits de la formation pour le développement personnel, le développement professionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire Mais de plus? il faut aller plus vite, plus fort. La réforme du lycée professionnel est une réforme nouvelle que nous devons mener. Nous devons aussi mobiliser les outils de formation pour raccompagner, ramener vers l'emploi ceux qui aujourd'hui en sont le plus éloignés. Je pense notamment à partie des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi de longue durée, et à chaque fois accélérer. Est-ce que le plus facile n'a pas été fait quand on sait que les 700 000 chômeurs qui ont retrouvé un emploi ces 5 dernières années étaient ceux qui étaient les moins éloignés du marché du travail, qui étaient les plus réemployables? Est-ce que quelque part, c'est plus compliqué pour les millions de chômeurs qu'il faudra réinsérer, qui sont plus éloignés de l'emploi? Ce que vous dites relève d'une forme d'évidence, c'est naturel. Lorsque nous sommes dans une situation caractérisée par un chômage de masse, que l'économie crée de l'emploi, que les entreprises recrutent, les premières personnes qui sont recrutées sont celles qui sont les plus proches de l'emploi, géographiquement, par compétence, par capacité à occuper rapidement un emploi. Et bien évidemment, plus nous allons nous approcher du plein emploi, plus l'accompagnement va être la clé pour réussir. Je prends la question du RSA. On en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, nous avons un bénéficiaire sur 2 du RSA qui est bénéficiaire du RSA depuis plus de 4 ans. Ça signifie une rupture avec le monde du travail. Ça peut signifier une rupture avec le monde du travail. Et donc, ça signifie un accompagnement personnalisé. C'est retrouver le I d'insertion dans le cadre du RMI qui a précédé le RSA. C'est faire en sorte de mobiliser tous les acteurs du service public de l'emploi, mais aussi les entreprises, pour avoir ces activités, cette offre d'activités d'insertion, de formation qui permettent de raccompagner vers l'emploi. Ce n'est pas du travail forcé, comme on a pu le dire ici ou là, ce qui est une caricature. C'est permettre à chacun d'avoir la même chance d'être à nouveau employé. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que lorsqu'on attribue le RSA, lorsqu'un homme, une femme bénéficie du RSA et qu'on attribue un peu plus de 500 € à quelqu'un pour vivre tous les mois, ou plutôt pour survivre, la société n'est pas quitte de son devoir de solidarité. La société, elle est quitte de son devoir de solidarité et avec des contreparties en termes d'insertion, lorsqu'elle a permis à ce bénéficiaire du RSA de rebondir, de retrouver de l'emploi, parce qu'avec l'emploi, c'est de l'autonomie, c'est de la dignité, puis c'est du pouvoir d'achat. Ouais. En même temps, il faut qu'on en parle, Olivier Dussopt, dans les projets de réforme que vous avez sur votre bureau, il y a cette idée de moduler les droits de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture. Je reprends votre formule, durcir quand ça va bien, assouplir quand ça va mal. Quand on est à 7,4% de taux de chômage comme aujourd'hui, donc on durcit. Aujourd'hui, la question n'est pas le taux, c'est plutôt la situation du marché de l'emploi. Aujourd'hui, c'est quoi une bonne conjoncture? Quand la première difficulté des entreprises, c'est de recruter,
oui, il faut que toutes les règles incitatives et toutes les politiques publiques soient incitatives à la reprise d'emploi. Et on peut voir les difficultés de recrutement qui sont là aujourd'hui. Ce que nous allons proposer au Parlement et aux partenaires sociaux, c'est effectivement de travailler sur une modulation. De faire en sorte que lorsque l'économie crée beaucoup d'emplois, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois vacants par rapport au nombre de demandeurs d'emploi inscrits, on y est aujourd'hui, on puisse travailler, moduler et rendre plus incitative à la reprise d'emploi les règles de l'assurance chômage. Mais c'est aussi faire l'inverse. C'est dire que lorsque la situation économique se dégrade, lorsque le chômage tend à progresser, il y a un devoir de protection plus fort du système. Vous n'avez pas de chiffre en tête, de borne en tête sur ce qu'est une bonne conjoncture Le projet de loi va être présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine. Ouais. Et il sera examiné par l'Assemblée nationale la première semaine d'octobre. Et parallèlement à ce process, nous allons saisir les partenaires sociaux de la question de la contracyclicité et donc de la modulation des règles. Tant sur, ça se fait à l'étranger, ça se fait je crois, au Canada par exemple, dans d'autres pays, mais nous allons les saisir tant sur les critères qui font qu'on détermine si la situation est bonne ou mauvaise, que sur les critères qui permettent la modulation des questions d'indemnité. Je ne vais pas préjuger, je ne vais pas anticiper le résultat de ce dialogue social. Ouais. Et je fais confiance aussi aux partenaires sociaux pour aboutir. Après, quand on écoute la CFDT, l'objectif de contraindre encore une fois un chômeur à reprendre un travail, ils vous disent quoi? Enfin, ils disent quoi? Ils disent logique simpliste, logique injuste, parce que c'est pas toujours la faute du soi-disant chômeur qui, pour le coup, qui ne voudrait pas travailler. Travaillons sur la formation, travaillons sur l'accompagnement, et je dis oui. Je dis oui parce que une politique de plein emploi, une politique de retour à l'emploi, ça n'est jamais qu'un critère, ça n'est jamais qu'un levier. C'est l'ensemble des leviers. Ouais. Avec cette loi sur l'assurance chômage, nous allons aussi saisir une forme d'opportunité de calendrier. Proposer au Parlement. Ce serait pour quand 2024 et application 2024 Je pense que ça peut aller plus vite encore, puisque nous allons saisir les partenaires sociaux d'une discussion dès la fin de cette année, et nous devons plutôt viser une application début 2023 que début 2024. Par contre, nous allons aussi saisir le Parlement, je le dis pour montrer que ce n'est pas uniquement l'assurance chômage qui doit être mobilisée, pour faciliter le recours à la validation des acquis de l'expérience, pour faire en sorte que la formation et les acquis de la formation puissent aussi être valorisés et mobilisés pour répondre aux questions de recrutement. Ouais, parce que France Stratégie a sorti une étude assez intéressante que vous avez dû voir passer, qui est rattachée pour le coup à Matignon en juin, qui montre que les difficultés de recrutement viennent surtout aussi des postes proposés par les entreprises, les conditions de travail, la qualité du management. L'étude montre que les difficultés que nous rencontrons en termes de recrutement et les difficultés pour atteindre le plein emploi sont effectivement multifactorielles. Voilà. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire en sorte de tout actionner. Je disais il y a quelques instants aux chefs d'entreprise, aux représentants du MEDEF qui nous accueillent aujourd'hui, que l'engagement des entreprises sur le travail des seniors, sur les conditions de travail, la santé au travail, sur le fait d'être partenaire du service public de l'emploi et proposer des parcours d'insertion, cet engagement des entreprises est aussi la clé pour la réussite. Vous avez la conviction que durcir en tout cas les allocations, ça suffira, ça aidera à revenir au plein emploi? Je vais vous dire que ça fait 10 minutes que je vous dis que ça ne suffira pas. C'est un des outils, c'est un des outils parce que c'est 40%, on le sait, 40% des inscrits à Pôle emploi touchent une allocation. Donc démonstration que c'est l'un des outils. L'un des outils. Bon. Après, on a ces problèmes de recrutement. Et j'ai vu les chiffres de la Banque de France, ils sont dingues. 58% des entreprises qui ont des problèmes de recrutement. Et c'est vrai que l'équation est quand même assez incroyable. On a 1 million, c'est ça, d'offres d'emploi disponibles sur le site de Pôle emploi. Je parle sous votre contrôle. 3 millions de chômeurs disponibles, on va dire tout de suite, et qui cherchent un emploi à temps plein. Voilà, on peut le retourner dans tous les sens, on se dit à qui la faute. Mais on revient au sujet qu'on a évoqué là. Exactement, il faut mettre les bons profils en face des bonnes offres. Il faut aussi travailler sur la formation. Nous le faisons. Beaucoup a été fait déjà quand même. Beaucoup a été fait et vous avez raison de le souligner. Octobre 2021, Jean Castex annonce un plan de réduction des tensions de recrutement doté d'1,4 milliard au titre de la formation, à la fois formation de salariés, parce qu'une des façons de répondre aux besoins des entreprises, c'est aussi de doter leurs propres salariés des compétences ou de compétences nouvelles, et puis formation des demandeurs d'emploi. Entre octobre 2021 et juin 2022, ce sont 250 000 demandeurs d'emploi de longue durée qui ont été formés dans le cadre de ce plan et raccompagnés vers l'emploi. C'est un chiffre positif pour les entreprises qui recrutent et pour des demandeurs d'emploi que l'on sort de la précarité. Bon. Après, j'ai vu que le gouvernement prolonge aussi jusqu'à fin 2023 les règles issues de la dernière réforme de l'assurance chômage. Pardon, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais il y avait urgence à le faire parce que d'après FO, il y avait 2 millions de chômeurs qui avaient le risque de ne plus être indemnisés au 1er novembre. C'était vrai ça? Il y a deux choses qu'il faut dissocier. En 2019, le gouvernement a proposé une réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux ont été invités à en discuter et à la fin de cette discussion, il a été constaté l'absence d'accord. Muriel Pénicaud, ma prédécesseur alors, a pris un décret de carence instituant les nouvelles règles d'indemnisation de l'assurance chômage, avec notamment la modification du salaire journalier de référence. Et ces règles, dans le cadre du décret de carence, tel que prévu par la loi de 2008, pardon, mais c'est l'explication technique de cette situation, s'arrête au 1er novembre. Ce qui signifie qu'au 1er novembre, il n'y a plus de règles d'indemnisation. Et donc, le texte de loi que je présente au Parlement et que je présenterai la semaine prochaine au Conseil des ministres vise à permettre au gouvernement de prolonger ces règles au moins jusqu'au 31 décembre 2023
Et parallèlement à cette prolongation, nous saisissons les partenaires sociaux d'un objet de dialogue social, d'un objet, je l'espère, d'accord et de compromis autour de cette question de la modulation et des règles contracycliques. Bon. Sur les salaires en France, parce qu'on parle beaucoup d'inflation à tous les étages, on sait aujourd'hui de combien devraient a priori augmenter les salaires en France. Je suis resté sur 3% aujourd'hui dans les négociations. Ça fait partie des choses qui ont été constatées. La réalité, c'est que la France s'appuie sur 3 outils, ou en tout cas sur trois objets de détermination du montant des salaires. Le premier objet relève purement et simplement du dialogue social. Et nous laissons le dialogue social se dérouler dans les entreprises et dans les branches. Le deuxième objet, le deuxième outil relève justement de ce que le gouvernement peut faire pour veiller à ce que les branches professionnelles aient des minima conventionnels qui ne soient pas inférieurs au SMIC, et nous travaillons à faire respecter la loi, c'est-à-dire l'obligation d'ouvrir des négociations de branches lorsque un des minima conventionnels est inférieur au SMIC. Et vous aimeriez quoi? Je sais bien que c'est pas... Et enfin, pardon, mais le troisième outil, le troisième objet, c'est que nous sommes un pays qui a cette particularité d'avoir un mode d'automaticité dans la revalorisation du salaire minimum. Ouais. Et lorsqu'un certain nombre de critères sont réunis, notamment d'inflation, il y a une augmentation du SMIC. En un an, le SMIC a augmenté de 8%. Ça explique d'ailleurs que certaines branches... Le SMIC, c'est 15% des salaires ou 15-20% des salaires. Un tout petit peu. Mais cela explique que certaines branches professionnelles, de nombreuses branches professionnelles même, aient un minima conventionnel inférieur au SMIC, puisque celui-ci a augmenté de 8% en 2 ans. Mais a priori, si on a 5 ou 6% d'inflation cette année en France, les salaires ne vont pas monter... Le SMIC a augmenté de 8%. Oui. Et d'une branche à l'autre, la situation est différente. Et là aussi, on ne peut pas dire qu'on fait confiance au dialogue social de branche et au dialogue social d'entreprise et anticiper sur le résultat des futurs NAO. Bon, le plein emploi, donc c'était le thème avec de l'inflation, le plein emploi en 2027 en France. Vous ne déviez pas, ça reste... C'est atteignable. 1 million d'emplois à créer, des demandeurs d'emploi à former, des personnes éloignées de l'emploi à raccompagner et un système de formation initiale et continue à moderniser pour qu'il soit efficace. Bon, allez, merci de passer nous voir. Donc, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, invité de l'émission Ecorama sur Boursorama, enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Merci.